Et si, à l'aube d'un matin ordinaire, la carte de l'Europe subissait un bouleversement irréversible, frappé de plein fouet par l'éclair nucléaire? Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, une trentaine de villes russes rayées de la surface du globe, effacées sur un simple ordre, dans une démonstration de suprématie britannique. Ce n'est plus un scénario de film catastrophe. Le général britannique Richard Knighton, chef suprême des armées, vient de briser tous les tabous à la télévision mondiale en lançant une menace aussi limpide que glaçante: nous pouvons rayer une trentaine de villes russes en quelques heures. L'écho de ces paroles, glacial et dévastateur, n'a pas tardé à rebondir. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, répond sans trembler: s'il le faut, il n'y aura plus d'îles britanniques. Fini le temps des ambiguïtés et de la diplomatie feutrée. Les menaces sont désormais claires, publiques, et l'équilibre de la dissuasion vacille comme jamais sur un fil ténu. Derrière les portes closes du Kremlin, la Russie hisse ses forces stratégiques au plus haut niveau d'alerte. Missiles intercontinentaux, sous-marins nucléaires, aviation stratégique, tous dispersés, mobilisés, prêts à agir. La logique du «qui tirera le premier» s'est dissoute. Chaque mot compte, chaque geste risque d'allumer la mèche. Des millions de vies, des cités entières, tout pourrait basculer sur une simple provocation ou sur une erreur de calcul. Ce qui se joue désormais dépasse la simple rivalité de deux ennemis historiques. L'existence de nations entières dépend de la retenue de quelques dirigeants. La stabilité de l'Europe, la sécurité de millions de civils et l'équilibre déjà fragile de l'ordre mondial pourraient même s'effondrer en une seule nuit. L'histoire a déjà connu des moments où tout semblait sur le point de basculer. La crise des missiles de Cuba en 1962, par exemple, quand l'humanité a frôlé l'apocalypse nucléaire en quelques jours. La rupture est totale. La Grande-Bretagne abandonne toute demi-mesure, prépare ouvertement sa population à l'idée d'un conflit total, comme lors des mobilisations générales de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. La Russie, elle, n'a plus rien à prouver. Elle affiche un visage déterminé, parfois méconnaissable pour l'Occident, qui s'attendait à des compromis. Les anciens codes volent en éclats, les lignes rouges sont effacées. Une question s'impose, obsédante, dans le chaos ambiant. La guerre totale est-elle devenue inévitable? Mais qui est vraiment Richard Neyton? Pourquoi ces paroles marquent-elles ce point de non-retour? Pour comprendre la gravité de la crise, il faut plonger dans les arcanes du pouvoir et remonter à l'origine de ces avertissements. Comme lors des grandes crises historiques, comprendre les acteurs est aussi crucial que de comprendre les actes. Qui ose menacer la destruction d'une trentaine de villes à l'ère de l'arme nucléaire, ce n'est ni une fiction ni une exagération journalistique, c'est l'actualité brûlante du Royaume-Uni. Au centre du tumulte, un nom s'impose: le général Richard Neyton, chef d'état-major britannique, bras droit du ministre de la Défense, figure centrale du dispositif stratégique du pays. Ces mots pèsent de bien plus que ceux d'un simple officier. Ils portent l'autorité d'un gouvernement uni. De Downing Street au bureau secret de la Défense, un seul message fuse: le Royaume-Uni se prépare à une guerre ouverte contre la Russie, et l'opinion publique doit s'y préparer aussi. Ce n'est pas sans rappeler l'attitude de Winston Churchill en 1940, qui, face à la menace nazie, avait choisi la transparence et la mobilisation générale plutôt que l'attentisme. Un changement brutal de ton sidère les observateurs. Les vieilles règles de la dissuasion, les discours codés et les menaces voilées sont relégués au passé. Londres fait tomber le masque. Ministres et stratèges exhortent les citoyens à se préparer, physiquement et mentalement, à l'idée d'un affrontement majeur. Le général Knighton ne s'adresse plus seulement à l'armée ou aux réservistes. Il parle désormais à chaque foyer britannique, rappelant la mobilisation totale du pays lors du Blitz de 1940. La gravité de la situation est martelée à chaque intervention, comme au temps des alertes aériennes pendant la Seconde Guerre mondiale, où chacun devait se préparer à l'inattendu. La nation doit s'attendre à des mesures inédites, à avoir son quotidien bouleversé. Ce n'est pas un dérapage isolé. Tous les responsables, du renseignement à la sécurité nationale, répètent inlassablement la même consigne, formant un chœur d'avertissement qui ne laisse aucun doute sur la détermination britannique. Jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni n'avait exposé ainsi sa population à la possibilité d'un conflit total. Cette mobilisation n'est plus symbolique. Elle annonce un risque d'embrasement réel, un signal adressé autant à Moscou qu'au reste du monde. On se souvient ici de la mobilisation générale de 1914, où la Grande-Bretagne s'était préparée à la guerre en quelques jours, transformant toute la société.
Mais derrière la posture, l'enjeu déborde largement les frontières nationales. Ce qui se joue ici, c'est la crédibilité de ceux qui dirigent, la confiance du peuple, la place du Royaume-Uni dans l'équilibre mondial. Perdre, c'est tout perdre. Respect, influence, sécurité. Gagner, c'est peut-être s'imposer dans un ordre nouveau, mais au prix d'un risque incommensurable, où chaque mot peut déclencher une catastrophe. Comment expliquer une telle rupture ? Pourquoi Londres choisit-elle, précisément maintenant, de briser le tabou, de défier Moscou sans détour ? Pour comprendre cette escalade explosive, il faut revenir sur les semaines qui ont précédé l'ultimatum. Que s'est-il passé en coulisses pour que la rhétorique s'enflamme aussi brusquement ? La guerre hybride entre la Grande-Bretagne et la Russie se transforme en confrontation ouverte. Les deux capitales franchissent-elles un point de non-retour ? Chaque déclaration résonne comme une étincelle jetée sur un baril de poudre. Les tensions attisées laissent planer l'ombre d'un scénario catastrophe sur l'Europe entière, où le pire n'est plus une fiction, mais une menace tangible. La réponse de Moscou est immédiate. En Sibérie, des missiles balistiques intercontinentaux Yars sont désormais en patrouille réelle. Ce n'est plus un simple avertissement. La Russie orchestre des déploiements nocturnes, des dispersions éclairs, perfectionne l'art du camouflage, comme lors des grandes manœuvres soviétiques de la guerre froide. La menace d'une riposte massive, parfaitement prête à être enclenchée, devient tangible, visible, presque palpable. Dans la nuit, une nouvelle ligne rouge est franchie. Sur Kiev, des frappes ciblées s'abattent sur l'infrastructure énergétique. Une vingtaine de drones Geran frappent une sous-station cruciale, causant des coupures en cascade dans le réseau électrique de la capitale ukrainienne. Le tabou des cibles interdites explose. Moscou assume que plus aucun site critique n'est hors d'atteinte si l'escalade se poursuit. Les pannes menacent l'Ukraine et font peser un risque de débordement régional, comme lors de la crise du Kosovo en 1999, où la guerre locale avait failli embraser l'Europe. Londres, de son côté, refuse de plier. Elle promet d'intensifier ses actions hybrides. Sabotage, cyberattaques synchronisées, implication accrue dans les opérations ukrainiennes. Cette montée en puissance se fait discrète mais implacable. Désormais, le spectre d'un conflit total s'installe dans les esprits britanniques. Le discours officiel prépare la population à l'éventualité d'un affrontement majeur, brisant les illusions de sécurité héritées de la guerre froide, comme lors de la crise des euromissiles au début des années 80. Chaque geste, chaque mot devient un signal d'alarme. Les mécanismes de désescalade s'effritent, laissant place à la peur d'un engrenage fatal. Ce qui se joue ici ? Rien de moins que l'équilibre nucléaire mondial, la souveraineté énergétique de grandes villes, la sécurité de millions de civils, désormais otages d'une rivalité qui menace de tout emporter. Au moindre faux pas, la mécanique pourrait s'emballer et précipiter la planète dans le chaos, comme l'ont montré les exercices Able Archer de 1983, qui avaient failli déclencher une guerre nucléaire par erreur de perception. Pourquoi une telle escalade, si soudaine ? Quels événements ont forcé la Grande-Bretagne à sortir du bois, à adopter une posture de confrontation directe, au risque d'un emballement irréversible ? Pour le comprendre, il faut revenir sur les signaux d'alerte ignorés, les décisions souterraines et la logique d'engrenage qui a mené à la crise actuelle. Et si, pour la première fois depuis des décennies, personne ne reculait ? Que se passerait-il si la spirale des menaces entre Londres et Moscou franchissait le seuil de non-retour ? L'incertitude plane sur l'Occident. Le possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche alimente la crainte d'un désengagement des États-Unis. L'Europe sent le vent tourner. Les Américains, si longtemps boucliers de l'Atlantique, pourraient abandonner leurs alliés à leur sort. Londres, soudain, se retrouve seul en première ligne, forcé d'assumer le rôle de chef de guerre. Fini le temps de la discrétion. Le gouvernement britannique prépare ouvertement le pays à l'impensable. Le général Richard Knighton le répète, il faut envisager des pertes civiles colossales. Les Britanniques, protégés de la guerre sur leur sol depuis tant de générations, sont brutalement confrontés au spectre d'une mobilisation totale, comme lors des blackouts de la Seconde Guerre mondiale, où chacun éteignait ses lumières pour éviter les bombardements. À Moscou, la ligne rouge est tracée, indélébile. Le message est limpide. Si Londres attaque, la riposte sera absolue. Pour la première fois depuis la guerre froide, les Russes brandissent la menace. Les îles britanniques pourraient disparaître à jamais. Les mots sont rapidement suivis d'actes. Les forces nucléaires russes passent en alerte maximale, simulant des frappes sur des cibles clés. Aucun second avertissement ne sera donné. Dans chaque camp, la conviction que l'autre bluffe s'installe. Mais l'histoire abonde d'exemples où ce pari s'est mué en désastre,
En 1914, les grandes puissances européennes croyaient y pouvoir contrôler l'escalade, mais la Première Guerre mondiale s'est déclenchée en quelques semaines. L'illusion du contrôle, la croyance en sa supériorité morale ou technologique, poussent les nations au bord de l'abîme. Tout est en jeu: la survie nationale, l'existence de peuples entiers, la mémoire collective. En quelques heures, la planète pourrait basculer dans une ère post-nucléaire où plus rien ne ressemblerait à ce que nous connaissons. Rappelons-nous que, lors de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, un seul accident a suffi à bouleverser l'Europe. Que serait-ce si plusieurs bombes tombaient simultanément ? Dans cette tension extrême, une question obsède. Pourquoi Londres refuse-t-elle d'apprendre du passé ? Pourquoi négliger les leçons tirées de la crise de Cuba où la retenue et la négociation avaient permis d'éviter l'irréparable ? Quelle porte reste ouverte avant que l'escalade ne devienne fatale ? Mais l'engrenage est-il vraiment irréversible ? Dans l'ombre, certains cherchent encore une issue, un geste susceptible de briser la fatalité. On se rappelle ici du rôle crucial de la diplomatie privée lors de la crise de Cuba, où des échanges secrets avaient permis d'élaborer une solution évitant la guerre. Le temps des illusions s'achève. Croire à la sécurité d'une île ou à l'ambiguïté comme bouclier, c'est appartenir à un autre âge. Désormais, la menace n'est plus un concept abstrait. Ce sont des actes qui se préparent, des décisions qui ne seront plus différées. La rapidité de la chaîne de commandement nucléaire, la possibilité d'erreurs humaines ou informatiques rendent chaque minute cruciale. La Russie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'il y a une trentaine d'années. Sa détermination ne tremblera pas, même sous une pression extrême. Les récentes démonstrations, les mouvements militaires orchestrés, prouvent que Moscou ne reculera plus. Chaque provocation rencontrera une riposte, sans détour ni hésitation, comme l'a montré l'attitude russe lors de l'intervention en Syrie ou lors de la crise géorgienne en 2008. Pour la Grande-Bretagne, l'ère du confort stratégique est révolue. Londres ne peut plus se réfugier derrière l'Amérique ou des alliances de circonstances. En brisant ses propres tabous, elle s'expose à un face-à-face brutal, où chaque geste peut engager la survie de la nation tout entière. C'est une situation comparable à celle de la crise de Suez en 1956, où Londres avait dû assumer seule les conséquences de ses choix. La logique des guerres par procuration atteint ses limites. Les conflits à distance, les opérations hybrides ne suffisent plus à masquer la gravité de l'enjeu. La confrontation devient directe, sans filet. La moindre erreur pourrait coûter la vie à des millions de personnes, redessinant à jamais la carte de l'Europe. L'exemple de la guerre de Corée, où une escalade locale avait failli dégénérer en conflit mondial, rappelle à quel point tout peut basculer. Pour chaque citoyen, la leçon est sévère. L'insouciance n'est plus permise. S'informer, comprendre les risques, se préparer mentalement et matériellement n'est plus un réflexe de catastrophiste, mais une question de survie. Les illusions se paient aujourd'hui au prix du réel. En Suède, en Finlande, des campagnes de sensibilisation au risque de guerre existent depuis des années. Le Royaume-Uni doit songer à les imiter en diffusant des guides pratiques de survie et des alertes claires. Pour les élites, l'heure n'est plus aux demi-mesures. Leur responsabilité est immense. Anticiper le chaos, agir avant l'irréversible, préserver ce qui peut encore l'être. Fuir le débat ou reporter les choix, c'est risquer de tout perdre, la confiance, la sécurité et la place même dans l'histoire. L'exemple de la Tchécoslovaquie en 1938 abandonnée par ses alliés reste un rappel douloureux de l'importance de la solidarité et de la lucidité politique. Pour l'Europe, la réalité frappe. La sécurité collective doit être repensée, adaptée à la brutalité nouvelle du monde. L'architecture héritée de la guerre froide ne contient plus la montée des périls. Il faut une réponse unie, lucide, capable d'enrayer l'effondrement de l'ordre actuel avant qu'il ne soit trop tard. L'Union européenne doit renforcer ses mécanismes de coordination, investir dans la formation à la gestion de crise et mobiliser la société civile. Ce qui se joue ici dépasse la paix d'un continent. Il s'agit de la capacité de chaque nation à prévenir la catastrophe, à prendre les décisions cruciales avant l'irréparable, à sauver ce qui peut encore l'être. Passivité rime désormais avec condamnation. C'est le moment de réactiver des canaux diplomatiques, d'élaborer des protocoles d'alerte, de préparer des exercices conjoints de désescalade. Une question demeure. La Grande-Bretagne saura-t-elle entendre l'ultimatum ou s'apprête-t-on à voir disparaître tout un pays de la carte ? L'histoire récente, en ex-Yougoslavie ou en Irak, a montré que l'incapacité à anticiper les conséquences des choix militaires conduit toujours au chaos.
Alors que les tensions atteignent leur paroxysme, chaque décision prise à Londres ou à Moscou devient lourde de conséquences. L'Europe, elle, retient son souffle, consciente que, cette fois, la guerre ne frapperait pas seulement à ses frontières, mais en son cœur même. Le signal est donné. La question n'est plus qui bluffe, mais qui saura s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Après des décennies d'équilibre précaire, les masques tombent. Les discours s'effacent devant la démonstration brutale. La Russie exhibe ses missiles, la Grande-Bretagne prépare ses citoyens à l'inimaginable. Les tabous volent en éclats. Nul ne se croit à l'abri derrière les alliances ou les mers. La menace est claire, extrême. Une trentaine de villes russes sont désignées comme cibles, les îles britanniques promises à l'effacement. Chaque camp affiche sa détermination à riposter sans détour, persuadé que l'autre cédera en dernier. L'escalade s'alimente d'une dangereuse assurance. Nous sommes prêts. Nous frapperons les premiers. Mais personne n'ignore la vérité. Nul ne sortira vainqueur d'une guerre nucléaire. Il n'y aura ni héros, ni triomphe, seulement des millions de vies consumées et un continent ruiné. Le risque est maximal, l'issue plus incertaine que jamais. Ce qui se joue dépasse la simple confrontation militaire. C'est la survie même de l'Europe, peut-être de l'ordre mondial, qui vacille au bord de l'abîme. Face à ce gouffre, la lucidité devient vitale. Chaque mot prononcé, chaque geste, chaque calcul peut précipiter l'irréparable. La diplomatie n'est plus une option, mais la dernière issue pour éviter la catastrophe. Il reste une seule chance pour reculer avant le point de rupture, renouer le dialogue, accepter la médiation internationale et rappeler que la paix n'est jamais acquise. La surenchère ne doit pas endormir les consciences. Le vrai courage n'est plus dans la menace, mais dans la retenue. Arrêter la machine infernale avant la chute, c'est l'acte le plus audacieux, le plus nécessaire, le plus difficile de tous. Les exemples de la détente dans les années 70 des sommets de Reykjavik ou de Genève montrent qu'un pas en arrière est possible, même au bord du gouffre. Demain, l'histoire ne retiendra pas la fermeté des poings, mais la sagesse de ceux qui auront su dire « stop ». La responsabilité de la paix incombe à chaque dirigeant, à chaque citoyen. Voir clair, c'est refuser l'irréparable. C'est aussi se rappeler que derrière chaque menace se cachent des vies humaines, des familles, des générations entières. Dans ce face-à-face ultime, il ne s'agit plus d'afficher sa force, mais de choisir la désescalade. Car il n'y aura pas de vainqueur, seulement des disparus et des ruines. Le choix demeure, pour peu que l'on ose regarder au-delà de la peur. L'heure est venue de surmonter la colère, de retrouver la raison. Car chaque minute perdue rapproche le monde du vide. Il ne tient qu'à nous de changer le cours de l'histoire.